J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui je ne suis pas toute seule puisque j'ai le plaisir d'accueillir Noélie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Déjà pour commencer, est-ce que tu vas bien? Merci pour ton invitation. Déjà, Marine, je suis trop contente d'être là aujourd'hui et je vais très bien. Génial. Avant qu'on parte un peu dans la direction de ton mouvement, qui est de devenir et d'être une vraie CEO et d'être la réelle CEO qui est en nous, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et surtout à quoi ressemble ton quotidien? Moi, c'est Noélie. Je suis coach en leadership et en confident marketing. J'accompagne les femmes entrepreneurs, en gros, à s'affirmer, à prendre leur place, à bâtir un business qui leur ressemble sans se travestir pour plaire à un tel, pour plaire aux algorithmes, pour se conformer aux tendances du moment. Parce que mon but, c'est que chaque femme que j'accompagne ose incarner pleinement son ambition et puisse transformer son business en une extension d'elle-même, c'est-à-dire de manière puissante et alignée. Je suis aussi la fondatrice de la Sheets Academy, qui est une académie conçue pour les entrepreneurs qui veulent non seulement vendre, mais surtout impacter. Et dans l'académie, du coup, dans ce principe-là que notre business, c'est pas juste de la stratégie, c'est aussi de l'humain. Et cet humain va être lié avec aussi les résultats de notre business. On va beaucoup travailler sur la confiance en soi, le mindset, la posture, le langage corporel, l'expression en public, au-delà de tout l'aspect aussi qu'on va bien sûr aborder plus stratégie avec la communication, les tunnels de vente, enfin bref, tous les trucs basiques quoi. Quand on s'attend à travailler sur son business. Si aujourd'hui je suis là, c'est pas un hasard et si pourquoi ce que je fais aujourd'hui c'est pas un hasard. J'ai longtemps été une fille hyper timide, renfermée sur elle-même, discrète, rongée par l'anxiété sociale aussi. J'osais pas prendre la parole en public, j'osais pas intervenir pendant des conversations de groupe. J'étais le style de fille, tu sais, au fond de la classe, qui a trop envie de partager, de lever la main mais qui le fait jamais, qui garde tout pour elle et c'était hyper frustrant au fur et à mesure des années de mon expérience, de mes formations, de toutes les fois où je suis sortie de ma zone de confort aussi, j'ai appris à construire de l'estime de moi-même, de la confiance en moi, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à m'incarner de manière alignée, à me sentir bien dans mes baskets, à pas avoir peur de faire du bruit, de prendre ma place de manière alignée. Et c'est aussi à cause de ça qu'aujourd'hui je fais ce que je fais, parce que je me rends compte de l'importance que c'est que d'avoir confiance en soi, d'être aligné, de savoir être authentique pour pouvoir impacter et diffuser son message de la bonne manière et de manière sereine aussi. Donc voilà, au-delà de ça, vu que je suis pas que mon business, j'adore voyager. Ça fait 3 ans que j'habite entre Bali et la France. Là, on est en train de s'installer en France, mais on va pas pour autant arrêter de voyager parce que c'est quelque chose qui est hyper important. J'adore cuisiner, je fais de la danse, je vais commencer un potager vu que je vais enfin avoir un chez moi et je suis trop contente. J'adore lire des romances fantasy, j'adore marcher en nature. Voilà, j'aime les choses simples de la vie qui nous remplissent de l'intérieur. Du coup, à quoi ressemble mon quotidien? Ça dépend d'où est-ce que je suis et c'est pour ça vu que je manquais un petit peu de stabilité vu qu'on habitait 6 mois en France, 6 mois à Bali, voire même plus que ça à Bali et slash Australie. Quand je suis là-bas, ma routine ressemble à une chose. Quand je suis ici, ça ressemble à complètement autre chose. Donc vu que je suis ici et qu'on est en train de déménager actuellement sur Annecy, j'y ai déjà vécu, je me souviens le style de vie que j'avais ici, donc je vais plutôt te parler de celui-là puisque c'est celui que je vais vivre actuellement. Je trouve que j'ai un plutôt bon équilibre entre le pro et le perso, c'est-à-dire que en moyenne je travaille pas plus de 25 heures par semaine. Le matin c'est vraiment mon moment pour moi, là où j'ai mes pratiques. J'ai toujours une pratique de, comme on appelle, de mindfulness, donc ça va être de la méditation ou du journaling. Un temps en fait juste pour me reconnecter à ce qui se passe à l'intérieur de moi, comment est-ce que je me sens. Une partie vraiment mouvement, donc ça peut être ce matin par exemple j'ai fait des abdos hypopressifs par exemple pour faire circuler avec la respiration aussi. Ça peut être du breathwork, ça peut être du yoga. J'aime beaucoup aller marcher à Annecy, à le lac. Donc tu vois typiquement j'adore aller marcher, aller me baigner dans le lac tous les matins avant de commencer le boulot. C'est quand même ouf et ça fait beaucoup de bien. J'aime me lever si tu veux en faisant des choses qui vont me nourrir pour la journée. Et ensuite en général mes journées ça dépend. Soit j'ai des interviews de podcast, soit je vais avoir des mentoring ou des coachings avec mes clientes, ou alors je vais être sur la création de contenu parce que c'est vrai que je me concentre beaucoup sur ce qui va avoir de l'impact et c'est ce que je priorise
priorise dans mes actions au quotidien les choses qui vont avoir le plus d'impact positif sur mon business. Donc ça passe beaucoup par l'énergie que je dégage dans ma communication, que ce soit sur Instagram, par mail, avec mes clientes. Ça passe beaucoup par là les efforts entre guillemets que je fais au quotidien. Et voilà, au cours de la journée, tu vois, pour me débloquer du temps du boulot, j'aime aller marcher après manger. Le soir, j'aime avoir ma petite routine de cuisiner, de faire mon petit yoga, de boire mon thé avec mon carré de chocolat noir et de lire mes romances et de me coucher en étant ressourcée. Voilà, c'est un peu la journée idéale, quoi. Mais ça se passe pas toujours comme ça non plus. Non, bienvenue dans la vie d'entrepreneur, mais finalement, on est quand même dans une routine qui est plus ou moins simple et tournée vers toi. Est-ce que Ouais. quand tu es sortie du coup de cette personne qui était très timide, qui avait peur de faire du bruit, pour devenir la Noélie que tu es aujourd'hui, tu as saisi les opportunités, tu les as provoquées? Parce que du coup, tu expliquais que tu es beaucoup sortie de ta zone de confort et ça t'a forgé. Est-ce que c'est des opportunités que tu as saisies parce que les gens ont pensé à toi? Où tu as ouvert certaines portes et là, tu t'es dit, OK, step by step, on y va et let's go. Ouais, c'est plutôt que je me suis enfermée dans quelque chose dans lequel on m'a conseillé de m'enfermer en sortant du bac. Tu vois, je suis partie en fac de droit parce que on pense de suite grand diplôme, gros salaire. J'ai grandi dans une famille, mon père était électricien, ma mère était nounou à domicile, donc clairement, enfin le revenu à la fin du mois était pas ouf, donc il fallait faire de l'argent. Et donc je suis allée dans cette voie-là. Et au bout de 3 ans, j'ai validé ma licence et je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. À l'époque, je commençais à m'ouvrir, tu vois, à tout ce qui était développement personnel. Je faisais beaucoup de yoga. Je m'éveillais, enfin, je découvrais ma spiritualité en fait aussi. Et je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose d'autre. Je me vois pas être dans un bureau toute la journée. J'adore voyager. J'ai besoin de me sentir libre aussi au quotidien. Et du coup, j'ai pris une année de césure. J'ai dit j'arrête pendant 1 an. On est parti en Australie du coup avec mon chéri de l'époque et mon mari d'aujourd'hui. On est parti en Australie avec pour projet de faire le tour de l'Australie. On avait acheté un van pendant cette année-là. Du coup, ça a été une grosse sortie de confort. J'avais à peine 20 ans. J'avais juste une licence en droit. Je ne savais pas ce que j'avais envie de faire de plus que ça. Et on a voyagé. J'ai travaillé pour la première fois en restauration et ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort parce que forcément, tu es au contact des clients, il faut parler. En Australie, c'est pas comme en France, là où tu vas apporter les assiettes à table, il faut crier le prénom de la personne depuis le comptoir pour que les gens viennent chercher. Et quand t'es timide, je peux t'assurer que c'est juste un cauchemar. Donc ça m'a vraiment forcé, tu vois, à projeter ma voix, à m'affirmer. Pareil, le soir, quand il faut fermer le café et qu'il y a encore des gens qui sont assis, moi, ma pire phobie, c'était de devoir aller voir les gens et de devoir leur dire, je suis désolée, on m'a fermé, il faudrait que vous partiez. Alors ça, moi, ça me donnait des sueurs. C'était horrible. Donc ça a été vraiment une première sortie de zone de confort pour combattre, entre guillemets, ma timidité. Et les opportunités, à partir de là, je me les suis provoquées puisque, comme je t'ai dit, j'étais passionnée de yoga, je lisais beaucoup, je faisais beaucoup de yoga, de méditation. La philosophie du yoga m'intéressait beaucoup. Et en fait, il s'est passé un truc un petit peu compliqué pendant l'année en Australie, c'est-à-dire que on avait investi tout notre argent dans notre van qui était censé être notre maison et qu'on était censé revendre à la fin du voyage, sauf que ça s'est pas passé comme prévu. Le van nous a lâché en plein milieu du désert, on est resté bloqué pendant 24 heures sans réseau, complètement perdu avec un fond d'eau et juste des conserves de haricots et de pois chiches. Donc voilà. Et puis impossible à réparer puisqu'il y en avait pour plus de 8 000 € de réparation. On était au fin fond du désert, donc ça allait prendre des mois à ce que les pièces arrivent. Donc on a dû abandonner le van et les plus de 18 000 € qu'on avait investi dedans. Donc ça a été une grosse leçon de lâcher prise. Et du coup, vu qu'on avait plus le van, on s'est dit ben qu'est-ce qu'on fait quoi. Donc on a décidé d'aller travailler pendant 2 mois dans un café paumé dans le désert, de se refaire financièrement. Et puis c'est Étienne, du coup mon mari, qui m'a dit mais ça fait des années que tu lis à propos du yoga, tu veux pas qu'on aille à Bali pendant 2 mois, c'est nos 2 derniers mois qu'on avait prévus sur le voyage, tu fais une formation de yoga et tu rentres et tu commences à enseigner le yoga. Et puis c'est ce qu'on a fait. Du coup on est allé à Bali, je me suis formée au yoga pendant un mois, on est rentré en France et c'est comme ça que j'ai lancé, si tu veux, mon activité entrepreneuriale, d'abord en étant professeur de yoga et après, vu que je suis quelqu'un d'hyper curieux, ça s'est développé au fur et à mesure et c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Mais c'est, pour répondre à ta question en une phrase, clairement c'est moi qui me suis provoqué les opportunités. Ouais. Je trouve ça fou parce que, mine de rien, j'adore les parallèles que tu fais, rien que même juste avec ta vie perso, en fait. Ta vie perso, tu as aussi
mis un peu, si je peux me permettre l'expression, un petit coup de pied au cul. En mode, maintenant, tu vas y aller et tu vas arrêter d'hésiter. Et c'est marrant parce que pour le coup, je me retrouve vraiment beaucoup dans ton histoire, d'être hyper timide, d'être toujours au fond de la classe, de se faire le plus petite possible, de faire des études de droit. Et on a beaucoup de similitudes et du coup, ça me fait sourire parce que mine de rien, ma vie a aussi beaucoup changé quand j'ai voyagé et quand je suis partie de la France. Donc, comme quoi, il Mhm. y a vraiment ici des alignements qui se créent juste avec le contenu. Donc, je suis très contente de découvrir tout ça de toi. Quelle serait aujourd'hui ta vision, toi, d'une CEO? Quelles sont tes valeurs intransigeantes au quotidien? Parce que c'est vrai que quand on est comme ça, multicasquette, quand on fait beaucoup de choses dans notre quotidien, quand on vit un peu pour notre business, et tu l'as très bien dit tout à l'heure, toi, tu as un très bon équilibre vie pro, vie perso, tu arrives à bien Mhm. distinguer les deux. Mais tout le monde n'y arrive pas forcément. Quelles sont, toi, les valeurs au quotidien qui vont t'animer et sur lesquelles, pour le coup, c'est un non négociable? Déjà, je pense que être une CEO, c'est pas juste un titre de chef d'entreprise, c'est tout un état d'esprit qui va avec et qui va dépendre de justement tes valeurs intrinsèques et ce qui est important pour toi. Pour moi, être CEO, ça veut dire refuser de jouer petit, arrêter d'attendre la permission, diriger son entreprise avec une vision claire et assumée. C'est quelqu'un qui subit pas son business, qui se laisse pas dévier par ce que font les autres parce qu'elle a une vision et elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle doit faire et toutes les décisions qu'elle prend, même si elles sont inconfortables, elles sont alignées avec son ambition première. Et elle sait aussi que son succès va dépendre de sa discipline, de son courage et de sa capacité à s'affirmer dans son industrie tout en sachant être vulnérable. Ça fait partie d'une de mes valeurs, la vulnérabilité rattachée à l'authenticité, parce que je trouve que c'est en tout cas important pour moi, le côté humain du business, le côté authenticité, se montrer sous ses vraies couleurs, faire tomber les masques, arrêter de vouloir vendre du rêve et d'être vulnérable, d'être vrai parce en vrai, il y a que ça qui inspire les gens, qui marque les esprits. Je trouve que c'est beaucoup plus inspirant d'avoir quelqu'un en face de soi qui a des failles et qui va communiquer dessus, qui va vivre des choses compliquées, qui va partager ces choses plutôt que quelqu'un qui a une vie parfaite et qui partage que le beau et que les choses qui vont bien. Je trouve qu'il y a beaucoup d'inspiration dans la résilience aussi, dont font preuve les êtres humains. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Après, d'autres valeurs intransigeantes plus en rapport aussi avec mon business, forcément, ça va être l'intégrité. Je pense qu'on est dans une industrie là où beaucoup essaient de vendre du rêve. Je fais en sorte de choisir au quotidien la vérité. En tout cas, ma vérité, pas de partager de chiffres gonflés, de faire rêver par rapport à des trucs un peu mirobolants, tu sais, pour toucher l'émotionnel. C'est des choses qui sont pas du tout alignées. La manipulation un peu mesquine, entre guillemets. Je peux crever. Vraiment, je peux crever. Mais et c'est marrant que tu parles d'authenticité, mais en fait, moi, j'irais même reprendre le terme que tu as dit de vulnérabilité, plus d'authenticité, Mhm. parce que les gens font souvent un amalgame et c'est pas du tout la même chose. Et Ouais, dans ton contenu au mois de décembre, enfin décembre plus janvier, j'ai vraiment retrouvé cette valeur-là que tu es en train d'évoquer dans un de tes contenus où en fait, tu lèves le voile sur tout ce qui s'est passé, tout ce que les gens n'ont pas vu, tout ce que toi, tu as traversé de ton côté. Et j'ai trouvé ça très inspirant parce que c'est rare qu'on ouvre autant la porte des coulisses. Alors, moi, je pensais déjà le faire, mais quand j'ai vu ton contenu, je me suis dit, ok, waouh, là, c'est une claque parce que humainement parlant, je me suis beaucoup reconnue dans les émotions que tu as mis. Et bravo, parce que c'est rare en entrepreneuriat que les gens osent autant ouvrir la porte et pas juste se dire, ben, en fait, je vais juste être vulnérable pour être vulnérable. Toi, tu l'as vraiment fait pour aider un maximum d'entrepreneurs à se reconnaître aussi dans ce que tu étais en train de parler. Mhm. Et tu vois, je trouve ça hyper intéressant aussi parce que dans ta posture de réel CEO où tu dois t'imposer, où tu dois avoir une certaine posture, bah mine de rien, parfois, t'as pas peur en fait de casser un peu la carapace. Parce que ça va pas du tout bloquer ni euh, avoir un impact trop sérieux dans ton positionnement, bien au contraire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, complètement. Parce que aussi, enfin, je sais que ça aura pas d'impact parce que tant que je suis moi-même et que
je le fais parce que c'est aligné. Si tu veux, ce que je me dis, c'est que ça peut que faire du bien aux autres de voir un peu de vrai. Parce que je l'ai vécu aussi, tu vois, dans des moments où tu vis des trucs et t'es frustré, tu dis, mais j'ai l'impression que personne expérimente la même chose que moi. Et du coup, t'es là et tu te dis, mais je suis une grosse merde, alors que pas du tout, c'est juste que personne en parle. Et c'est justement aussi dans cette idée-là de casser ce mal-être dans la société autour de choses qui sont entre guillemets tabous, alors qu'elles sont normales et que tout le monde les vit au quotidien, mais personne ne veut en parler. C'est aussi pour ça. Qu'est-ce que tu aurais du coup à dire aux femmes? Parce que je vais toujours renvoyer à moi, les gars, parce que c'est ma vie et je sais ce que je dis. Mais je sais que vous êtes beaucoup généralement dans ce bateau-là. Quand on a comme ça des évolutions de projets, quand on change, quand on s'aligne ou quand on se réaligne à notre envie, c'est vrai qu'on peut avoir beaucoup de peur. Et moi, c'est vrai que ces derniers mois, je suis passée par des phases vraiment d'auto-sabotage où je me cherchais des excuses à chaque fois. Justement, de par mon ambition, de par la vision que j'avais qui s'éclaircissait, qui me faisait très peur. Du coup, je me disais, non, mais qui je suis pour poser ce type de promesses, qui je suis moi, Hmm. mais je vais vraiment vous aider à transformer votre vie parce que, encore une fois, comme tu le disais très bien tout à l'heure, on est vraiment dans une industrie qui vend du rêve. Et autant toi, tu es intègre et tu fais preuve d'intégrité, autant moi, l'une de mes valeurs principales, c'est l'éthique. Il était hors de question de poser des trucs mirobolants, des trucs qui font rêver, des trucs magiques. Je suis pas magicienne. Et c'est vrai que j'ai souvent été dans ce truc de, ok, j'en suis pas capable. C'est après coup que je me suis rendu compte que je m'auto-sabotais. Et je sais Ouais. quand on évolue comme ça, à se mettre un peu des bâtons dans les roues toute seule, qu'est-ce que tu aurais à dire à ces femmes qui, comme moi, ont l'habitude de s'auto-saboter? Et quels sont les signes que toi, tu remarques pour faire changer les choses? Déjà, l'autosabotage, c'est quand nos peurs, nos croyances limitantes et des mécanismes inconscients vont nous amener à poser des actions ou à ne pas poser d'actions, justement, Ouais. qui vont du coup bloquer, nous freiner, nous éloigner de ce qu'on veut vraiment. Il y a un truc que tu as mentionné et qui revient beaucoup, c'est le sentiment d'illégitimité, d'avoir l'impression d'être un imposteur. C'est important, ça c'est un truc que m'a dit ma psy récemment et qui m'a trop marqué. Les entraîneurs d'athlètes de haut niveau, c'est pas les meilleurs athlètes. Par contre, ce sont eux qui ont les meilleurs outils pour aider ces athlètes à atteindre leurs objectifs. Pour autant, est-ce que ça veut dire que parce que le coach a pas le même niveau que son athlète, ça veut dire qu'il est pas légitime à l'entraîner? Incroyable. Et je trouve que c'est hyper pertinent, ça vient pas de moi, du coup, c'est vraiment ma psy qui m'a dit ça, et j'étais là en mode, mais c'est tellement vrai, et c'est vraiment se reconcentrer sur, je pense, ce qui aide, c'est de se reconcentrer sur la manière dont tu as déjà accompagné, dont tu as déjà aidé, les retours clients, prendre conscience de toutes les connaissances que tu as aussi, de tous les skills que tu as, c'est pas rien, t'es pas arrivé là où t'es aujourd'hui parce que justement t'es un cheveu comme un cheveu sur la soupe qui arrive là, non, t'es arrivé là pour une raison. Donc c'est revenir identifier ces raisons-là. Il y a un signe aussi avec ce syndrome de l'imposteur et le sentiment d'illégitimité, c'est des personnes qui vont avoir tendance à chercher à cumuler toujours plus de formations, de certifications, de preuves extérieures, au lieu de reconnaître elles-mêmes qu'elles sont déjà suffisamment compétentes pour aider leurs clients. Donc ça, c'est un point qui revient beaucoup. Après, tu peux avoir aussi comme signe pour les auto-entrepreneurs le perfectionnisme qui te paralyse, c'est-à-dire que tu es toujours en train de peaufiner chaque détail, à revoir ton offre, ton branding, ton site, ton feed et tout ça. Et en fait, au lieu de tester les choses, de lancer les choses, tu es bloqué dans la préparation sans jamais passer à l'exécution. Ça peut aussi se décliner sous une forme de procrastination un peu déguisée en mode réflexion stratégique, c'est-à-dire que tu te dis que tu dois encore clarifier, encore mieux structurer ta manière de t'organiser, truc et machin. Et en fait, tu recules juste l'échéance où tu vas devoir vraiment te confronter au marché et aux actions que tu vas devoir prendre. Il y a aussi l'auto-sabotage financier qui revient beaucoup, c'est-à-dire que tu vas fixer des prix trop bas, tu vas offrir trop de bonus, tu vas douter quand on va te demander ton tarif, parce qu'inconsciemment tu te sens pas encore assez pour recevoir pleinement l'argent que tu mérites. Et un autre truc assez important, surtout quand on a grandi avec cette idée de on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il y a un autre truc, une autre expression qui ne me vient pas actuellement, mais tu sais, c'est un peu ce syndrome de la femme forte qui a envie de se débrouiller toute seule, qui est indépendante, qui dépend de personne d'autre. Et ça, c'est une forme d'auto-sabotage
sabotage, je trouve, qu'on pourrait rattacher à une forme d'isolement, puisqu'en fait, la personne va refuser de demander de l'aide. Elle a envie de cravacher, de travailler dur, de souffrir pour être méritante et pour avoir l'impression d'être légitime et d'être experte de son truc. Et du coup, elle va éviter de se confronter à des mentors, à des coachs ou à un réseau qui pourrait l'amener à un autre niveau. Mais elle a envie de prouver au monde entier qu'elle a travaillé, qu'elle a galéré et qu'elle est plus méritante que les autres, en fait. J'irais même encore plus loin, parce que c'est vrai que même si tu vois, on peut rejoindre ce type d'approche, si t'es pas prête psychologiquement, ou du moins, si t'as pas le bon mindset, ça peut être un peu rapidement la descente aux enfers. Moi, c'est pour le coup ce qui m'est arrivé il y a 4 ans de ça. J'avais fait vraiment un coaching, mentorat durant 6 mois. C'était un truc hyper poussé, parce qu'en fait, j'étais un babypreneur, enfin, j'avais 6 mois, un an Mmh. d'entreprise, et j'étais face à des gens qui passaient à la télé, qui avaient des millions et des millions, et en fait, et je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? C'est pas ma place du tout. Donc, mine de rien, bah, ça a découlé plein de peurs, plein de remises en question, plein de ah, mais moi, j'ai pas ci, ah, mais moi, j'ai pas ça, alors qu'on n'était pas du tout Mmh. au niveau les uns des autres. Et j'ai pas réussi, tu vois, à prendre ma place, même pire, les gens m'intimidaient. Et les gens me faisaient tellement peur, du coup, que je me disais, non, mais en fait, ma question, là, elle va être complètement débile. Où eux, c'est leur quotidien. Moi, j'ai jamais entendu parler de LTV, par exemple. Genre, Ouais, dans ma tête, c'était pas cohérent du tout. Et c'est vrai que du coup, ça peut renforcer aussi certaines peurs. Donc, moi, j'aime bien dire que quand on fait un investissement, il faut toujours aligner ce que vous allez apprendre de vos attentes, de ce qu'il y a réellement à l'intérieur. Parce que sinon, vous allez, carrément. en fait, tu vois, développer ce retruc de je manque de légitimité. Et franchement, après ce mentorat coaching, j'ai passé 2 mois et demi à pleurer. À ce moment-là, je me Ouais, suis dit, bon, là, stop, ça suffit. On va se remettre en selle et tu vas repenser les choses sainement, calmement, sans te comparer. Et en fait, toutes ces comparaisons-là venaient alimenter plein de démons qu'on peut avoir. Et les réseaux sociaux sont là aussi pour ça. Ils le font de manière très insidieuse, très bien. Euh, Toi, tu as une place qui est quand même assez forte sur les réseaux, avec beaucoup d'identité et on voit que c'est toi, avec ta personnalité. Comment est-ce que tu as réussi à faire en sorte de mettre autant de toi, autant de ta place CEO dans ta communication? Je pense que ça passe vraiment par un travail sur soi et une connaissance de soi. Si tu te connais pas, en fait, être authentique sur les réseaux sociaux, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, comment est-ce que je peux être authentique? Comment est-ce que je peux montrer davantage ma personnalité? En fait, c'est juste être toi-même. Et si tu ne te connais pas, si tu n'as pas confiance en toi, si tu passes ton temps à te comparer aux autres, à ce que font les autres, à comment communiquent les autres, que ce soit oralement ou visuellement, en fait, tu te perds de ce qui est toi, tu te perds de ton centre. Et pour arriver à communiquer de manière authentique en faisant passer ta personnalité, en t'affirmant, ça passe vraiment par le fait d'être bien dans ses baskets. Le fait justement, tu vois, tu parlais de connaissance de soi. Et j'ai adoré parce que en introduction, tu as dit que tu n'étais pas que un business, que tu n'étais pas que ton business. Et du coup, tu nous as évoqué toutes les choses que tu aimais. Et c'est vrai que moi, pendant un certain temps, je pense que vous le savez déjà au sein du podcast, j'en avais déjà parlé, mais pendant très longtemps, j'avais beaucoup de mal à me définir autre que à travers l'entrepreneuriat. Je ne savais pas comment me définir moi en tant que personne dans l'entrepreneuriat, mais même au-delà. C'est-à-dire que je me disais tout le temps, bah ouais, en fait, je suis ce que je fais au quotidien. Et ce que je fais au quotidien, bah, c'est travailler. Et quand j'ai réussi à libérer un petit peu de mon temps dans mon calendrier pour juste lire 10 minutes, pour retourner au sport, pour cuisiner, comme tu le disais très bien, pour juste aller me balader en pleine rue, juste découvrir un peu ce qui m'entourait, mais petit à petit, ça a poussé des réflexions sur d'autres choses, sur d'autres choses. Et c'est là où réellement, bah déjà de un, ça m'a mis dans un brouillard complet au niveau de mon business parce que je me suis dit, mais merde, en fait, pourquoi est-ce que je veux atteindre ce CA? Pourquoi est-ce que je suis en train de faire tout ça? Pourquoi est-ce que je me fais chier tous les jours à travailler 15 heures par jour? Où est-ce qu'on va? Donc là, première claque où t'as très très mal, tu te dis, Ouais. ah merde, ça m'appartient pas du coup. Et du coup, tu reviens tout à une connaissance de soi où tu arrives à comprendre ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, mais surtout à comprendre qu'est-ce que toi tu veux réellement, la vie que tu veux réellement. Moi, tu vois, avoir une agence avec 8 personnes, manager, être tout le temps là à corriger des trucs, machin, c'était cool pendant un temps, mais à un moment donné, j'en pouvais plus, j'en avais marre. Ouais. C'est pas ça l'essence de mon travail. Pourquoi? Parce que je courais derrière la projection, tu vois, que je voyais de l'entrepreneur qui a ses locaux, qui a des Mm. équipes, qui grandissent et tout. Et à un moment donné, je me suis dit, stop, ça suffit.
Et le fait, tu vois, de s'arrêter, juste de s'asseoir sur le trottoir, de s'arrêter, de se dire, OK, bon, bah maintenant on fait quoi? Vous pouvez, si vous rentrez dans ce cas-là comme moi, rentrer un peu dans une zone de traversée du désert où tu te sens très seul parce que tu vois tout le monde Mm. avancer et toi, tu ne sais pas comment avancer. Et puis petit à petit, tu vas faire ton petit bonhomme de chemin. Donc c'est vrai que quand tu dis se connaître, c'est en fait bien au-delà de juste du business. C'est vraiment de se laisser le temps, tu vois, d'avoir cette possibilité de s'exprimer aussi et Mm. d'entendre ce qu'on a à l'intérieur, quoi. Ouais, ça passe beaucoup par la conscientisation. Et conscientiser, c'est la première étape pour tout. C'est la première étape pour s'affirmer, pour déconstruire, pour reconstruire. Et ça demande d'être davantage aussi dans le moment présent. C'est un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai. Et quand t'es tout le temps en train de travailler, tout le temps focus sur ton business, tu t'ouvres pas, tu te laisses pas le temps à t'explorer sous d'autres facettes. Tu vois, à retrouver aussi une joie, une simplicité de vie qui est simple. Il y a aussi ce truc de sur les réseaux, quand on est dans le milieu de l'entrepreneuriat, en tout cas, on nous vend, entre guillemets, une vision qu'il faut atteindre si tu veux avoir du succès, si tu veux avoir la réussite. Il faut faire 6 chiffres par an, voire même par mois des fois. Il faut atteindre ces choses-là, genre aller vivre à Bali, faire monter son agence, avoir 8 personnes à gérer, déléguer. Et en fait, très souvent, on se dit que pour avoir du succès et pour se dire que ça y est, on a réussi, il faut atteindre ces choses-là. Alors qu'en fait, c'est peut-être pas du tout ce que toi tu veux. Et c'est important de se libérer du temps du boulot Mm. en passant du vrai temps en dehors de ça, de déconnexion totale, pour prendre conscience de ce que toi tu veux vraiment. C'est quoi ta vision? C'est quoi qui au quotidien te rend heureuse? En fait, la question à se poser, elle commence déjà par Je là. trouve ça hyper compliqué parce que le sentiment de se sentir bien dans sa vie et bien dans son business, un jour ça peut aller et le lendemain ça peut être tout l'inverse. Et puis le surlendemain, au final, tu peux pas trop savoir. Et le fait de se laisser du temps aussi, vraiment ne voulez pas aller trop vite. Moi, toutes les Bien promesses, sûr. tu peux facturer 10 000 € en 3 jours, en un mois, mais je vais rester polie, mais arrêtez. Enfin, soyons un peu réalistes. Oui, tu peux le faire. Oui, moi ça m'est déjà arrivé, Mais mais surtout, ça veut rien dire de ta personne. complètement, mais même tu vois, au-delà de ça, en combien de temps est-ce que vous l'avez fait aussi, tu vois? Alors oui, peut-être que ça arrivait en 3 jours, en une semaine ou en un mois, mais tout ce qui s'est passé avant, bah, ça a été construit, ça a été fait. Mm. Et la personne, elle s'est donnée aussi, et elle a mis sa vie, entre parenthèses, pour y arriver. Donc en fait, voir la finalité, ne pas voir le parcours, c'est hyper frustrant quand tu es entrepreneur parce que tu sais où tu veux aller Ouais. toutes les choses que ça va te demander humainement parlant. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles moi j'aime autant ta communication et pour laquelle je suis autant connectée, c'est l'humain. Vraiment, on met l'humain au centre et on écoute. On voit ce qui se passe de l'autre côté. On n'est pas là à bourriner juste pour envoyer des idées, pour envoyer des idées. Mais c'est vrai que tu peux toujours avoir cette frustration de te dire, en fait, les autres, ils y arrivent mieux que moi. Les autres, ils communiquent mieux que moi. Sur les réseaux sociaux, moi, j'ose pas trop prendre ma place ou trop faire de bruit. Et à l'époque, il y a de ça pas si longtemps que ça en fait, un an et demi, j'étais très timide à l'idée de faire des stories face caméra, de me montrer. Pour celles qui me suivent depuis un moment, vous le savez, le personal branding est venu que bien après. Erreur à ne pas reproduire surtout. Et on m'avait conseillé de créer un alter ego, c'est-à-dire de créer une personne sur les réseaux, une personne qui allait s'exprimer en story qui était détaché de ma personne. Est-ce que toi, t'es pour le fait de créer ce fameux alter ego sur les réseaux ou est-ce que t'es pour le fait de donner 100% de ta personne pour te démarquer? Je pense que l'alter ego, ça peut être intéressant au début pour se motiver à. Je pense pas que ce soit une solution sur le long terme parce que c'est un travail en surface et ce qu'il faut aller chercher, c'est le vrai travail de construction, de confiance en soi. On confond souvent authenticité et transparence totale. Être authentique, c'est pas montrer absolument tout de soi, c'est être aligné entre qui tu es, ce que tu dis, ce que tu fais. Maintenant, créer un alter ego, comme je disais, ça peut être une stratégie intéressante. Il y a des artistes qui le font, comme Beyoncé, comme Lady Gaga. Mais là où ça devient, et ça peut devenir problématique, c'est quand l'alter ego devient un peu une façade derrière laquelle tu vas te cacher. Par contre, si ton alter ego, c'est une extension de toi, une manière d'exprimer une partie de toi avec plus d'audace, plus de puissance,
là, c'est un peu plus ok. Mais si par contre c'est un masque que tu portes parce que tu te sens pas assez en tant que toi-même, ben là, tu vas créer une dissonance entre qui tu es et ce que tu partages. Et une chose qu'il faut se dire, c'est que les gens de l'autre côté ressentent quand il y a une dissonance, quand t'es pas toi-même, les gens le ressentent. C'est important d'être soi-même, selon moi, pour répondre à ta question et de faire le vrai travail de déconstruction de tes croyances limitantes, de tes peurs, de tes doutes, de là où tu vas te dire que t'es une grosse merde, que tu vas te comparer aux autres, et c'est vraiment se responsabiliser pour faire le vrai travail et pas se dire ok, là je vais faire semblant de tout donner alors qu'en fait j'ai même dans ma manière de parler, de respirer, de me tenir, je sens que je suis pas moi-même, mais il y a un décalage et du coup il y a quand même une frustration à l'intérieur de soi. Et j'aime bien quand tu dis que ça se ressent, parce que les gens ont tendance à dissocier la vraie vie des réseaux sociaux. Alors oui, attention, Instagram n'est pas la vraie vie, mais Mm. on reste des humains à consommer ce qui se passe sur ces réseaux-là, voire même sur Internet en général, hein. Et c'est vrai que on peut avoir ce ressenti de je la sens pas comme dans la vraie vie en fait. Et quand on a ce type d'intuition, on peut jamais réussir à créer un lien avec la personne parce qu'elle va toujours être dans une Mhm. position de défense et de méfiance. Donc en fait, ça sert à rien de faire semblant. Et pour compléter ce que tu disais, je trouve qu'il faut aussi, au-delà de se connaître, identifier les valeurs qui vont vous alimenter vous. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui prônent l'humain, etc. Sauf que dans leurs actions quotidiennes, tu le retrouves pas du tout. Ouais, ouais, c'est pas du tout aligné. Exactement. Juste parce que aujourd'hui on parle beaucoup de marketing humanisé, les gens se disent, ah bah attends, non, moi aussi j'ai une communication humaine, je vais être authentique, je vais peut-être pleurer en story, etc. Et ça passera peut-être un peu mieux. Je juge personne, je vise personne, attention. Mais ça peut arriver d'avoir ce type d'interprétation, alors que mine de rien, il faut juste se nourrir de ce que vous êtes vous, avec trois valeurs humaines que vous avez. Par exemple, moi dans la Butterfly Academy, c'est l'humain, la justice et la transparence parce que c'est mes valeurs de vie à moi aussi dans mon quotidien. Du coup, j'ai pas besoin, tu vois, de jongler entre, alors, ma vie pro, ma vie perso, qui je suis en Mhm. business, qui je suis dans ma vie perso. Comme ça, en fait, je sais pertinemment et j'ai cet alignement-là. Comment est-ce que toi, tu as défini les prérequis pour justement prendre cette place, avoir justement une communication qui va te ressembler, même si tu étais introverti de base, même si tu étais très timide initialement. Comment est-ce que tu as évolué et quels sont les trucs non négociables que tu t'es posés? Tu t'es dit, OK, l'étape 1, c'est ça, l'étape 2, c'est ça, l'étape 3, c'est ça, et c'est non négociable, il faut que j'y aille, il faut que je le fasse. Je pense déjà que par rapport au fait d'être introverti, la société nous voit un peu l'idée que pour être visible et pour marquer les esprits, il faut être extraverti, qu'il faut aimer être sous les projecteurs, parler fort, occuper l'espace, et que du coup les gens introvertis, bah, c'est les gens un peu moins intéressants, qui ont plus de difficultés à interagir avec le monde, alors qu'en réalité, l'extraversion et l'introversion, c'est pas une force ou une faiblesse, c'est juste deux façons différentes d'interagir avec le monde. Un extraverti va tirer son énergie de l'extérieur, un introverti va tirer son énergie de l'intérieur. Moi, par exemple, je suis introvertie, mais ça m'empêche pas d'être impactante. Pourquoi? Parce que mon impact, il vient pas du bruit que je fais, il vient de ma clarté, de mon alignement et de mon authenticité. C'est aussi arriver à redéfinir ces choses-là. Maintenant, moi, ce qui m'a aidé, ce qui était un petit peu des non négociables là-dedans, c'était déjà de sortir de ma zone de confort. J'en ai parlé tout à l'heure. On croit souvent que pour arriver à s'exposer, prendre sa place, s'affirmer, s'assumer, il faut d'abord construire de la confiance en soi. Mais la confiance en soi se construit par l'action. Et forcément par l'action qui demande de sortir de sa zone de confort. Donc c'est hyper important de s'engager à sortir de sa zone de confort parce que déjà il y a personne qui va le faire pour vous. Il y a personne qui va venir et qui va vous dire il faut que tu fasses ci, ça, ça. C'est à vous d'identifier les choses dans lesquelles vous ressentez qu'il y a encore de la résistance et vous forcer à les faire, vous responsabiliser à les faire. Il y a que comme ça que vous allez construire de la confiance en vous. C'est pas une émotion la confiance en soi, c'est un muscle et c'est un muscle qui se construit, qui se développe. Peut-être que j'aime bien le définir comme ça aussi. J'ai confiance en moi dans le sens où j'ai une foi profonde en moi parce que je sais que je suis capable de faire des choses même qui me font peur. Par contre, je peux avoir confiance dans l'idée de, pendant un cours de danse par exemple, d'être sélectionnée pour danser toute seule devant tout le monde et d'être filmée par un caméraman, Ma phobie. mais peut-être Je l'annonce, ma phobie ultime. c'était la mienne aussi, honnêtement, et pourtant,
Ouais. 2 ans plus tard, on y est. Donc, tout change et tout évolue. Il y a de l'espoir. Mais par contre, tu vois, je peux très bien ne pas avoir confiance si un homme dans la rue m'accoste pour me draguer, entre guillemets, tu vois. Même si j'ai confiance en moi, j'ai une foi profonde en moi, il y a quand même des situations, des secteurs dans lesquels je vais avoir plus ou moins de confiance. Là où je vais être plus ou moins à l'aise. Il y a des secteurs dans lesquels je vais avoir envie de travailler dessus et d'autres qui m'intéressent moins, donc je vais me concentrer sur autre chose. Mais c'est être en perpétuelle observation de où est-ce qu'il y a de la résistance, pourquoi est-ce qu'il y a de la résistance, est-ce que j'ai envie, est-ce que là pour l'instant c'est pertinent, c'est important pour moi de casser cette résistance pour construire de la confiance en moi dans ce secteur de vie ou pas. Ça a été quelque chose qui a été hyper important. Après autre chose, ça a été de comprendre que l'impact ne vient pas du volume et ne vient pas du fait de déranger, dans le sens déranger, souvent, moi je parle beaucoup du fait de polariser, c'est important de polariser, ce que j'entends par le fait de polariser, c'est partager ses opinions. Maintenant, quand je dis polariser, il y en a beaucoup qui pensent que ça veut dire hurler, être en désaccord avec tout le monde, hausser le ton, etc. C'est pas du tout ça, mais par contre, le fait de s'exposer, de s'affirmer, ça passe par le fait d'affirmer ses opinions, de pas avoir peur de polariser, de pas avoir peur qu'il y ait des gens qui soient pas d'accord avec ce que nous on va partager et d'être dans cette idée d'écoute, d'échange pour pouvoir s'enrichir l'un et l'autre, se faire réfléchir et évoluer comme ça. Et de ne pas craindre justement la polarisation ou les divergences d'opinion. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important parce que de toute manière, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous allez plaire à des personnes, il y a des personnes qui vont vous détester. Donc ça, il va falloir être OK avec Ouais, ça. on peut pas plaire à tout le monde et j'aime bien l'idée que tu mets en avant de ne pas devoir absolument crier ou râler ou tout critiquer. Polariser ne veut pas forcément dire être dans la négation, mais bien au contraire, vous pouvez Mhm. être dans la positivité. Toi, tu le fais souvent de partager des projets d'autres personnes, de partager des vidéos d'autres personnes aussi, de mettre en avant d'autres femmes qui vont être en mouvement comme toi et de créer ouais, je dirais même presque cette ambiance, cet environnement où on se dit, bah, let's go, on y va tout ensemble. Et puis, mine de rien, au pire des cas, si ça marche pas, ben, on fera autre chose. Mais d'avoir ce courage de se mettre en mouvement. D'ailleurs, c'est toi quelque chose que tu fais, même dans l'organisation de tes retraites, etc., des séjours entre femmes que tu organises. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et aussi, du coup, de la formation que tu as et du programme que tu vends? Ouais, ça c'est quelque chose qui a toujours été au centre de ce que je fais. C'est un petit peu le fil rouge qui m'a suivi. Enfin, tu vois, j'ai commencé en étant prof de yoga. Après, j'ai animé des cercles de lune, des rituels de femmes, des retraites sur la confiance en soi, des trucs hyper spirituels, jusqu'à aujourd'hui mêler un petit peu cette spiritualité, cette connaissance de soi à la partie plus business. Mais il y a vraiment ce fil rouge autour de la femme, de la sororité, de la puissance féminine qui est toujours restée en fait depuis ces 7 ans, 6 ans, 7 ans d'entrepreneuriat. Et les retraites pour moi, que j'organise des retraites en général une fois par an dans le sud de la France. À chaque fois il y a une thématique différente, mais le but c'est toujours le même, c'est juste de faire rentrer des femmes dans ces espaces, qu'elles retrouvent confiance dans le lien avec les autres femmes aussi, chose qui est hyper importante, de s'ouvrir aux autres, de pouvoir faire confiance, de pouvoir se faire confiance aussi. Et on va vraiment explorer tout ce qui est autour de la sensualité, le rapport au corps, la sexualité, la joie aussi, de se permettre d'aller explorer sa joie, mais plus que la joie, c'est, j'ai envie de dire, la légèreté et un peu l'imbécilité entre guillemets, tu sais, qui est à l'intérieur de toi, c'est cet enfant qui a envie de faire des trucs un peu fous, mais qu'il n'ose pas le faire dans la vie de tous les jours. Ben c'est vraiment offrir des espaces aux femmes pour qu'elles puissent faire ça. C'est aussi offrir des espaces d'écoute et d'écoute attentive, parce que ça, j'ai remarqué quelque chose, c'est que dans la société, c'est très rare que l'on nous écoute. Très souvent, quand tu vas partager quelque chose, la personne en retour va être en train d'écouter ce que tu dis et d'analyser pour pouvoir te donner des conseils, faire un lien avec ce que la personne a vécu dans sa propre vie à elle. Et en fait, très souvent, tu as l'impression de ne pas être écouté. Et des fois, t'as même pas besoin qu'on te réponde, t'as juste besoin qu'on t'écoute. Et c'est vraiment offrir ces espaces-là dans les retraites qui sont hyper importants et qui permettent de débloquer beaucoup de choses. Et puis, autre chose, c'est de lâcher le perfectionnisme, de lâcher prise et surtout de dédramatiser. Parce que même là, j'en ai parlé
pendant notre discussion, mais sortir de sa zone de confort, ça va peut-être vous demander des fois, pour te donner un exemple, quand j'ai commencé la danse il y a 2 ans, j'avais jamais pris un cours de danse de ma vie. Je savais pas suivre un seul mouvement. Je regardais les autres, on aurait dit Bambi, quoi, qui essayait de marcher. C'était horrible. Et c'était hyper challengeant parce que je voyais toutes les autres meufs danser. J'étais comme ça, je les regardais, je me disais, mais c'est ouf, j'arriverai jamais à faire ça. Elles sont trop stylées. Moi, je suis ridicule et tout. Vous allez être ridicule quand vous allez sortir de votre zone de confort. C'est important aussi. Moi, j'aime trop me challenger régulièrement, commencer des trucs dans lesquels je vais être complètement débutante pour justement travailler ce muscle de la confiance et de me dire, je suis capable de me mettre dans un truc, d'être nulle et de construire quelque chose de zéro. Et surtout, ce que j'avais commencé à dire, c'est de dédramatiser chaque chose que vous allez faire. De vous dire, mais en fait, au pire, quoi? Au pire, je suis ridicule dans un cours de danse, quoi. Je ne vais pas en crever. C'est vraiment lâcher, souffler. Il y a pire que ça dans la vie, tu vois. Et c'est vraiment les forcer à faire ça pendant les retraites aussi. Donc voilà pour ça. Et après, pour l'autre accompagnement que j'ai en ligne actuellement, qui est un petit peu le centre de tout ce que je fais dans mon business, c'est la She Academy. Donc c'est une académie qui est un petit peu un programme hybride puisque tu as la partie programme à suivre en autonomie à ton rythme avec 10 modules, avec les 5 premiers modules, comme je te disais, qui sont vraiment basés sur le travail sur soi. Parce que pour moi, ton business, il est là-haut. En dessous de ton business, il y a toi. Donc, il faut avoir une base solide. Il faut être, comme je te disais, ancré, aligné, avoir confiance en soi. Donc, on vient de travailler sur la déconstruction des croyances limitantes, la reprogrammation du subconscient. On vient de travailler sur la confiance en soi, la prise de parole en public, le langage corporel. On vient de travailler sur l'organisation féminine. J'en ai pas parlé, mais c'est hyper important pour moi de mon expérience d'organiser son calendrier en fonction de son cycle menstruel. Ça peut apaiser beaucoup de choses, donc ça c'est aussi quelque chose qu'on voit, tout en continuant d'être productive, bien sûr. Et ensuite, les 5 modules d'après, c'est vraiment là où on va travailler sur la stratégie. Donc, on va retravailler le client cible, on va retravailler les offres, les stratégies de lancement, la communication, justement, comment être authentique sur les réseaux sociaux, comment être une leader magnétique, comment trouver son ton de voix, trouver, tu sais, sa secret sauce un peu sur les réseaux sociaux qui est hyper importante pour construire une communauté aussi. Et au-delà de ça, il y a un module en plus qui me paraît hyper important et qu'on n'aborde pas beaucoup, assez bizarrement, quand on se fait accompagner dans le business. C'est toute la partie gestion financière. Donc ce module-là, il a été construit par mon mari Étienne, qui est data scientist dans la finance, qui gère des portefeuilles boursiers. Du coup, c'est lui qui a construit ce module pour accompagner dans la gestion des finances de l'entreprise, de comment investir, comment faire son prévisionnel quand on est entrepreneur et qu'on manque de prévisibilité, justement parce qu'on s'enlève beaucoup de stress quand on connaît ses chiffres, quand on sait gérer son argent. Donc c'est pour ça me tenait à cœur de rajouter ce module. Donc ça c'est pour la partie vraiment en autonomie. Et après, vu que on peut pas donner une stratégie copier-coller à tout le monde, les gens n'auront pas les mêmes résultats. Il y a un aspect d'accompagnement en one-on-one avec moi, avec des lives deux lives de mentoring par mois, un live de brainstorming pour échanger sur les idées aussi, parce que ça c'est hyper important d'avoir des gens avec qui échanger par rapport à vos projets pour pas rester ruminer tout seul dans ta tête, te dire j'aimerais bien lancer ça, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que le nom il est sympa ou pas. Là c'est justement ouvrir un espace pour pouvoir faire ça, parce que l'aspect communautaire est très important et surtout l'aspect sororal de la communauté est hyper important. Donc dans ce sens-là aussi, j'ai ajouté une communauté sur Slack sur laquelle on vient échanger tous les jours. Elles peuvent me partager du contenu qu'elles ont créé pour que je puisse leur faire leur feedback, leur partage des tips, elles partagent leurs inspirations, des questions, elles se motivent ensemble et c'est une belle leçon que de voir des femmes se motiver ensemble, s'inspirer, s'écouter, raisonner ensemble aussi. Moi ça m'inspire trop et c'est ce qui me booste au quotidien. C'est vraiment mes clientes quoi. Et ça j'en suis hyper reconnaissante. Et j'aime beaucoup le fait que les deux soient complémentaires, la connaissance de soi et son business, parce que mine de rien, tout ce que vous allez mettre en avant, ça va aussi attirer des personnes, ça va aussi attirer Mhm. vos potentielles clientes, vos futures clientes. Et j'aime bien dire que, on attire la communauté, on attire les gens qui nous ressemblent. Donc Ouais. si vous mettez des éléments en avant qui sont désalignés avec vous, eh bien, vous allez attirer des clients qui vont pas vous convenir. Donc, si vous êtes dans ce cas où vous vous plaignez constamment de vos clients, ce n'est pas la faute de vos clients, c'est de votre faute. Et je vous invite du coup à aller découvrir le contenu de Noélie. De toute façon, je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. Comme ça vous permettra aussi d'aller échanger avec elle si vous en avez besoin, de prendre un boost de confiance et d'énergie. Parce que je t'avoue que quand je te vois danser sur les réseaux, je me dis, OK, on s'aime, on s'apprécie, on a confiance en soi.
et ça va bien se passer. Donc, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et merci beaucoup à toi, Noélie, pour ce partage. C'était un énorme plaisir de t'avoir sur le podcast. Merci à toi, Marine. J'ai passé un trop bon moment et j'espère que cette conversation pourra rebooster toutes les personnes qui vont l'écouter. Avec grand plaisir. Et moi, je te dis à très bientôt.